Donc je vais laisser la main à Lucas pour la suite. Et il y a une petite session du coup de questions à la fin. Donc si d'aventure vous auriez des questions pendant la présentation, je vous invite à les noter du coup directement dans l'outil de chat de ce Google, et puis on prendra un temps à la fin pour y répondre. Merci. Et Lucas, je te laisse la main. Bien, merci bien et bonjour à tous et bienvenue du coup à ce webinaire. Je suis très heureux aujourd'hui de vous accueillir pour parler des données. Alors on était un peu provocateur dans le titre, mais parce qu'on aime bien, c'est la période des super-héros au cinéma, donc on s'est dit qu'on allait faire la même chose pour ce webinaire. Donc comment devenir le super-héros des données. Et aujourd'hui, je vais vous parler en particulier, donc déjà rapidement, ceux qui ne nous connaissent pas, on est une société donc de conseil d'ingénierie en intelligence artificielle. On est spécialisé justement sur les jeux de données qui sont un des cœurs de l'IA, mais aussi sur les algorithmes et sur la mise en œuvre de ces solutions-là. Et donc aujourd'hui, comme on vous l'a dit, on parlera du coup de ces ressources qui sont précieuses, qui sont les données, comment transformer finalement une donnée en information notamment pour de l'intelligence artificielle. Il y a de la gestion de données qui sont une des grosses difficultés qu'on a vues dans beaucoup de projets aujourd'hui, liées à la collecte, à la curation de données. Si vous ne savez pas encore ce que c'est la curation de données, je vous en parlerai un peu aujourd'hui. Et notamment, je vous montrerai un des outils qu'on a développé pour faire ça. Plus généralement, ça permettra de comprendre un peu mieux quel est l'enjeu en fait autour des données, pourquoi est-ce que c'est important d'avoir des jeux de données représentatifs et comment les avoir et comment compléter quand c'est pas possible de le faire, notamment sur les cas rares, les cas complexes. Et je vous parlerai un peu de cas pratiques dans l'industrie, quelques exemples de projets concrets qu'on a fait pour lesquels la donnée était vraiment centrale et vraiment importante. Donc, comme je l'ai dit, on est spécialisé en IA, nos visions. Donc, on a des ingénieurs et des docteurs qui ont des spécialités en mathématiques et en informatique. Et en fait, on fait aussi beaucoup de data science, qu'on appelle ça des data scientists. C'est un peu un gros mot pour nous, puisque c'est bien plus large que ça finalement, ce qu'on fait en IA pour arriver à obtenir des bonnes performances. Mais la partie data vraiment est centrale. Et notamment, pour obtenir des bonnes performances, il faut des données qui soient bien représentatives du cas qu'on veut adresser. Et donc, c'est ce qu'on appelle un peu c'est une partie de la data science. Et c'est pas uniquement de la partie science, mais c'est aussi et notamment de la connaissance métier sur ce que veut dire ces données-là. Donc un data scientist, vous ne pouvez pas juste lui balancer un jeu de données et lui demander d'obtenir un modèle sur ces données-là. Il faut aussi comprendre ce que veulent dire les données, interpréter les données et comprendre en fait si elles sont bien représentatives du problème qu'on cherche à résoudre, notamment si on cherche à le résoudre avec du machine learning, avec de l'apprentissage, qui est une des méthodes en intelligence artificielle qui est bien à la mode aujourd'hui, qui est de créer le modèle automatiquement à partir des données. Et donc, ce qu'on fait pour ça, c'est un accompagnement global. On intervient de la conception de la solution, choisir les bons modèles, les protocoles pour annoter les données, pour créer le jeu de données, le développement des intelligences artificielles, jusqu'à l'intégration des solutions, pour vraiment proposer des solutions qui sont adaptées aux besoins de nos clients. Et la partie données est vraiment très importante. Souvent, les questions qu'on va nous poser, ça va être est-ce que j'ai suffisamment de données pour résoudre ce problème-là? Est-ce que des questions qu'on nous pose un peu moins souvent, mais qui sont aussi très importantes, c'est est-ce que mes données sont d'assez bonne qualité pour résoudre mon problème? Finalement, est-ce que mes données sont suffisantes en termes de qualité? Voilà. Et la question très importante, c'est la représentativité des données finalement qui englobe ces deux choses-là. Et donc ça fait partie aussi de notre accompagnement de bien répondre à ces questions-là pour dimensionner finalement les quantités de données dont on a besoin pour faire des IA qui sont performantes. Et pour finir sur l'entreprise, et puis après j'attaquerai le cœur du sujet, on existe depuis 2014, on est une vingtaine de collaborateurs basés à Grenoble avec plus de 120 clients dans des industries assez variées, l'environnement, l'énergie, la santé, avec plus de 300 missions réalisées aujourd'hui. Et tout ça, du coup, à chaque fois, vu qu'on est spécialisé en intelligence artificielle, on a le jeu de données qui est le cœur, on va dire, et la première étape du projet. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voulait vous en parler.
Mais avant tout, qu'est-ce qu'on veut dire en fait par IA et par jeu de données? Déjà l'IA, nous, enfin, pour moi, l'IA, la définition, elle est très vaste et très large. Euh, on a des algorithmes de machine learning, des algorithmes de deep learning sont une famille des choses qu'on peut faire en IA, mais en IA, il y a aussi le champ de la recherche opérationnelle, il y a aussi des algorithmes plutôt euh, pas basés sur de l'apprentissage qui peuvent être aussi classés dans de l'intelligence artificielle. Et pour moi, l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est une définition qui est un peu mouvante et qui est plutôt le plus haut niveau d'automatisation qu'on peut obtenir aujourd'hui en- en- pour automatiser une tâche. Et aujourd'hui, ça se base principalement sur du machine learning, sur du deep learning qui se base sur des grandes quantités de données, mais pas uniquement sur des données, il faut des données qui soient bien annotées, bien préparées. Et en IA, on a une triade, j'en ai parlé en introduction. Il y a les données en question, dont on va parler aujourd'hui essentiellement. Mais il ne faut pas oublier les algorithmes qui permettent de modéliser ces données-là, enfin de tirer de ces données-là un modèle pour représenter la réalité et donc résoudre des problèmes. Il y a aussi le matériel qui va faire tourner ces algorithmes et qui va stocker ces données-là également. Et donc en termes d'algorithmes, vous avez certainement entendu parler des réseaux de neurones, il y en a vraiment plein de sortes et plein de formes différentes. Là, je vous ai mis quelques exemples de bouts de réseaux de neurones en fait qu'on va construire, qu'on va assembler en fait pour résoudre certains types de problèmes. Et en fait, pour chaque problème, quasiment, il y a des modèles de réseaux de neurones, des algorithmes en particulier qui vont permettre de résoudre certaines tâches. En analyse d'image, typiquement, on va faire de la détection, de la classification d'images ou alors de la segmentation de l'image. Et à chaque fois, c'est des modèles un peu différents qui vont être adaptés. Mais tous, à chaque fois, en tout cas aujourd'hui à l'état de l'art, ce qui marche le mieux, c'est ce qu'on appelle donc les réseaux de neurones et notamment les réseaux de neurones profonds ou deep learning. Et une autre chose qui est très importante, c'est les bases de données. Donc en 2010, on a eu la grande chance d'avoir une énorme base de données qui est sortie, qui s'appelle ImageNet. Et c'est pas uniquement des photos, mais c'est des photos qui sont catégorisées et labellisées à la main par des chercheurs. Donc chaque image a été catégorisée. Vous voyez, il y a 22 000 catégories. Les animaux, les plantes, des structures, des personnes, etc., des scènes. Et toutes ces données ont été étiquetées, labellisées à la main par des chercheurs et vérifiées derrière par des humains pour être sûr que l'étiquette est juste. Et ça a permis d'avoir un énorme benchmark pour pouvoir comparer des algorithmes et surtout en fait créer une base de données représentative de ce que c'est finalement une photo, une image d'un objet de la vie de tous les jours. Donc ça a changé pas mal de choses parce que ça a permis d'avoir une énorme base commune, ouverte, open, qui est utilisée par la communauté scientifique. Et aussi, il y a aussi la puissance de calcul, le troisième pan de la triade dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est important. Et là, dans les années 2010-2012, il y a les cartes graphiques ont été de plus en plus accessibles et adaptées notamment pour les calculs de réseaux de neurones. Là, je vous ai mis un exemple d'une des plus puissantes qui existe aujourd'hui, mais il y en a de tout type, toutes sortes. Et ça a permis, voilà, en termes de précision, de performance sur de la classification, donc dire ce qu'il y a sur une image, de réduire grandement le taux d'erreur pour passer en dessous des 5%, qui est un taux emblématique, puisque 5%, c'est le taux d'erreur d'un humain aujourd'hui sur une grande base de données. C'est-à-dire que si je vous donne une image au hasard de cette base et que je vous demande de me dire ce que c'est, vous allez en moyenne faire 5% d'erreur sur cette base-là. Et depuis 2015, les algorithmes, notamment de réseaux de neurones profonds, font mieux que ça. Mais c'est essentiellement, la difficulté était due à la grande diversité des classes. Il y en avait plus de 1000 ici, et aussi la grande quantité d'images. Aujourd'hui, les meilleurs algorithmes sur cette tâche-là font entre 3 et 4%, et vraisemblablement, ça sera difficile de faire beaucoup mieux que ça. Euh, mais voilà, en tout cas, la grande quantité d'images a permis déjà d'adresser ce problème aussi bien que ce que fait un humain, en tout cas depuis 2015. Et donc, il suffit pas juste d'avoir une photo d'un problème pour pouvoir, ou une donnée, on va dire, pour pouvoir résoudre un problème. Il faut transformer la donnée en fait en information. Et notamment pour de l'IA, il faut de l'information de qualité. Et donc, il faut transformer la donnée brute en données annotées. Donc là, vous voyez par exemple un joli chat et un joli chien. Et en fait, si vous voulez faire de la détection, c'est-à-dire détecter sur une image s'il y a un objet, vous allez devoir annoter ces images et dire que ici il se trouve un chat et ici il y a un chien. Si vous voulez précisément dire où se trouve le chat, où se trouve le chien, eh bien vous allez devoir segmenter l'image
Si par exemple dans un cas vous êtes intéressé par l'air que représente un objet dans une surface par exemple, sur une image, eh ben, il va falloir annoter précisément l'air en question. Et après le niveau de détail va dépendre du niveau de détail que vous voulez, adresser finalement derrière en termes d'IA, en termes de détection ou en termes de segmentation. Et donc ça, c'est très important et ce qui est important aussi, c'est d'avoir une annotation qui soit exhaustive. C'est-à-dire que l'ensemble des données que vous avez de votre base doit être annoté. Vous pouvez pas annoter un sous-ensemble, enfin en tout cas vous pouvez, mais du coup la tâche sera beaucoup, beaucoup plus difficile pour, des algorithmes supervisés parce que derrière vous allez devoir tester vos algorithmes sur la base et si tout n'est pas annoté, ça devient beaucoup plus difficile et du coup il faut rentrer dans des méthodes qui sont semi-supervisées, qui sont beaucoup plus difficiles, en termes de notamment en termes de performance à optimiser. Et ce qu'on voit régulièrement, du coup, ce sont des biais dans les données. C'est-à-dire qu'il suffit pas d'avoir un jeu de données bien annoté. On a fait toutes les annotations, on a annoté tous les chiens, tous les chats, c'est très bien, mais après derrière, on a des biais, c'est-à-dire que, vos jeux de données vont c'est des choses qu'on connaît depuis très longtemps déjà, dans les stats, traditionnels, on sait qu'il y a des biais, liés finalement à des paramètres extérieurs aux données et que, bah, si vous voulez avoir quelque chose qui soit représentatif, statistiquement de vos objets, vous devez faire attention finalement aux potentiels biais qu'il peut y avoir. Là, par exemple, c'est un jeu de données de scènes, de photos de scènes, et en fait, quand on regarde la classification, heu homme-femme, typiquement dans les scènes, on voit que, bah, qu'il y a une grande, différence en fait entre, typiquement ça se voit sur la deuxième image. On a beaucoup plus de photos où des femmes apparaissent, à la cuisine typiquement, plutôt que des hommes et du coup, bah, si vous voulez prédire, cette catégorie-là, vous aurez forcément un biais dans les données et vous aurez, bah, un algorithme, bête et méchant qui aurait été entraîné sur cette base qui est pas du tout équilibrée, dans laquelle il y a des biais, pourrait prédire qu'une personne qui cuisine est forcément une femme, dans la plupart des cas. Alors qu'en fait, c'est juste que ce biais se trouve dans les données. Donc ce qui est important, c'est d'avoir conscience de ces biais-là, de déjà pouvoir les détecter et de pouvoir compléter les bases de données avec, ben, là, dans ce cas-là, ça serait, heu, plus d'hommes qui sont dans des photos de cuisine pour avoir un algorithme qui se débi enfin, ou du moins que l'algorithme n'intègre pas ce biais à l'intérieur. Et là, vous comprenez que le biais peut être très bien sur le genre de la personne, mais sur tout autre type, en fait, de biais. Ça peut très bien être sur l'âge, sur le lieu en question, sur des objets qui se trouvent dans les scènes. Alors là, on parle d'images, mais c'est des choses aussi qu'on voit très bien dans les systèmes de vote également. Quand on veut prendre des gens au hasard pour avoir un panel représentatif, il faut toujours, débiaiser par rapport, à au lieu et au caractère un peu externe des personnes, liées aux personnes. Et ça se voit beaucoup dans l'apprentissage supervisé qui amplifie du coup, ces biais-là puisque, la machine qui apprend sur les données n'a aucune idée des caractères, des caractéristiques potentiellement extérieures qui sont liées aux données. Et donc la première chose à faire pour, débiaiser et pour, avoir des jeux de données représentatifs, bah, c'est travailler sur les sources de données. Il faut avoir plus de sources, différentes. Il suffit pas d'avoir quelques données sur lesquelles, quelques objets sur lesquels on récupère beaucoup de données. Il faut avoir plusieurs objets, plusieurs scénarios aussi, qui sont bien représentatifs des différentes, cas qu'on va observer. Et donc mais généralement, c'est souvent négligé dans les projets d'intelligence artificielle parce que c'est des tâches qui sont, moins attrayantes, heu, notamment pour les data scientists. C'est pas forcément ce qui leur botte le plus de créer le jeu de données, alors que c'est souvent un très bon retour sur investissement de créer des nouveaux jeux de données et de réfléchir en fait aux différents scénarios, liés à ces données-là. Et de retour d'expérience, en ayant fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de projets, c'est vraiment une part significative d'un projet, lié à la donnée, lié à l'intelligence artificielle de manière générale parce que, et ben, créer un jeu de données significatif, ça veut dire, bah, imaginer un peu tous les scénarios qui sont, représentatifs du cas qu'on cherche à résoudre et du coup avoir, les données, et capter les données qui sont associées. Et donc pour trouver d'autres données, on peut soit, quand on a un problème qui est vraiment très spécifique, imaginer, des problèmes un peu connexes, qui peuvent être complémentaires ou similaires. On peut imaginer d'autres sources de données qui peuvent être, complètement différentes, mais
mais qui ont un lien également, qui peuvent être corrélés, en fait, aux données, en question. Et aussi, ben, souvent, la difficulté, c'est l'annotation des données, c'est-à-dire transformer la donnée en information. On peut récupérer des données qui sont sans annotation, et utiliser un premier jeu de données qu'on aurait annoté pour faire un premier modèle et du coup, annoter ce deuxième jeu de données. Des choses qu'on a pu voir, typiquement, c'est utiliser 2 sources de données et une source de données vient alimenter la deuxième. Par exemple, 2 caméras, j'en sais rien, une visible et une infrarouge. Vous avez, quelque chose qui est annoté sur la caméra visible et vous observez la même scène avec une caméra infrarouge, ça vous permet d'annoter, en automatique la deuxième source de données. Ça, vous pouvez l'imaginer pour tout type de données et tout type de sources de données. Mais c'est pas tout. En fait, ça, c'est la version un peu manuelle, on va dire, métier pour obtenir de nouvelles données. Mais en fait, à côté de ça, il y a plein de façons, artificielles pour créer des nouveaux jeux de données, et je vais vous en présenter quelques-uns aujourd'hui, quelques-unes et notamment des choses qu'on utilise très souvent, c'est l'augmentation de données. C'est-à-dire qu'à partir d'un jeu de données qui est réel, donc là, vous imaginez les images qui se trouvent sur la gauche, là, donc c'est des fruits, des fleurs et cetera. On va modifier ces données, on va les tourner un peu, on va leur rajouter un peu de flou, on va zoomer un peu dessus, on va changer un peu les couleurs pour augmenter, en fait, artificiellement le jeu de données et donc créer des données qui sont pas réelles, qu'on n'aura pas vues réellement dans la vraie vie, mais qui auraient été très probables d'observer. C'est-à-dire qu'en fait, la photo de la pomme, on aurait très bien pu la prendre de plus près, ça aurait été également, une photo très probable et d'une pomme. Et ça permet donc drastiquement d'augmenter, la quantité de données qu'on a à disposition, tout en n'ayant pas forcément des coûts, très importants d'augmentation de ces données-là. Donc ça améliore grandement la qualité des performances. Une autre façon de faire, c'est, la composition de données. C'est-à-dire que là, vous avez par exemple des instances d'objets qui sont détourées, vous avez des scènes de fond et en fait, on va simplement coller ces objets-là sur la scène. Bon, il faut pas faire n'importe quoi non plus, mais on peut, artificiellement du coup créer des scènes qui n'existent pas et l'avantage aussi, c'est qu'on sait précisément où se trouvent les objets à détecter, puisqu'on a déjà, on a composé artificiellement nous-mêmes la scène. Donc ça permet d'annoter automatiquement le la donnée. Pour ça, nous, on a un outil, en interne qui fait ça de manière automatique et qui permet du coup de créer un grand jeu de données, artificiellement avec, justement des instances d'objets et des scènes pour augmenter et créer des grands jeux de données très rapidement. Une autre façon de faire pour créer de la donnée, c'est de la simulation et notamment de la simulation 3D. Si vous avez la CAO de vos objets, si vous avez, une représentation, un jumeau numérique, de votre scène ou de vos objets ou de vos produits, vous pouvez du coup les simuler artificiellement et créer des grandes quantités finalement de données sans avoir à observer réellement l'objet. Donc ça, on l'a fait plusieurs fois dans plusieurs projets et ça permet du coup de créer des grandes quantités de données sans avoir, forcément de données réelles. Alors il faut toujours compléter les données simulées avec des données réelles pour avoir quelque chose de bien représentatif, mais quand l'objet simulé est très proche de la réalité, ça permet déjà d'avoir un grand jeu de données, très proche de la réalité. Donc là, je vous montre un exemple de choses qu'on a fait avec de la simulation justement, avec une caméra infrarouge. À gauche, vous voyez la donnée réelle, donc 3 personnes qui discutent autour d'une table avec une caméra qui se trouve au plafond et à droite, vous voyez une donnée fake qui a été simulée avec des modèles, des mannequins, 3D issus du jeu vidéo avec une simulation de la caméra. Et à s'y méprendre, on dirait, bah, une image réelle où 2 personnes sont l'un à côté de l'autre en train de discuter au-dessus d'un canapé. Mais ce sont des fausses données qui permettent de du coup, pareil, créer des données similaires et complémentaires. Donc là, vous voyez un peu à quoi ça ressemble. C'est des images qui sont générées avec Blender, qui est un outil de simulation. Et derrière, on ajoute un rendu visuel pour que ça j'ai dit canapé tout à l'heure, mais en fait, c'était une table. Mais voilà, en gros, table et chaise et vous voyez, du coup, le rendu, sur la droite qui ressemble beaucoup à la donnée réelle. Là, c'était un premier résultat avec des mannequins qui sont un peu statiques et on a poussé le travail un peu plus loin sur de la simulation, bah, du coup, de mouvement et notamment, bah, sur des cas très rares quand on ne peut pas avoir de données, réelles. Là, c'était pour la simulation de chute. C'est très difficile d'avoir des données de chute de personnes pour ce cas-là et donc là, l'idée, c'est qu'on a simulé finalement la chute de personnes avec des modèles de jeux vidéo, puisque dans le domaine du jeu vidéo, une personne qui tombe, qui meurt sous un coup, par exemple, c'est des choses qu'on a énormément simulées dans beaucoup de jeux et on a utilisé ces modèles de personnes qui tombent pour, de la même manière, ajouter, une représentation, sous forme d'infrarouge et ça permet du coup
de visualiser des cas très rares pour lesquels on n'aurait jamais eu de base de données, représentative de chute sous caméra infrarouge. Ce qui est très intéressant aussi dernièrement, en plus de la simulation, c'est la génération de données. Donc vous avez certainement entendu les dernières avancées autour de la génération de texte, autour de la génération d'images. Donc ça, c'est des choses qui sont liées en grande partie à des réseaux de neurones génératifs, notamment les Generative Adversarial Network. Il y a un réseau de neurones qui génère des données, un autre qui fait le discriminateur pour dire si c'est une bonne donnée, une vraie donnée ou une fausse donnée. Les 2 sont entraînés en parallèle et à la fin, le générateur s'améliore progressivement jusqu'à générer des images qui font que le discriminateur ne sait pas faire la différence et en fait, ces modèles-là ont très vite progressé. Ça fait depuis 2014 qu'on travaille dessus, mais vous voyez, les résultats sont de plus en plus, bluffants jusqu'à aujourd'hui, réussir à générer des images, tout à droite, vous voyez le visage d'une personne où on a du mal à savoir que cette image n'est pas une vraie image. Et donc typiquement, la génération de photos, d'images photoréalistes, ça permet de la même manière de créer des jeux de données artificiels, pour entraîner des IA. Donc là, ça c'est quelque chose qu'on avait, investigué déjà à une époque sur de la gravure de peau de veau, au laser. À gauche, vous voyez des vraies données, donc c'est des numéros de série qui sont gravés pour du cuir et à droite, vous voyez des données qui sont générées. Alors il y a pas autant de variabilité, de modifica vous voyez que le texte est assez rigide, mais en tout cas, déjà sur la texture et sur l'aspect, on a des images qui sont très similaires et ça nous a permis de générer beaucoup, beaucoup, beaucoup de données complémentaires aux jeux de données acquises en tannerie et donc d'entraîner des IA à être beaucoup plus performantes et avoir des bien meilleures performances. Et le dernier exemple là que je voulais vous montrer, c'était, au niveau de l'état de l'art, c'est combiner la 3D, donc là c'est GTA, un jeu assez connu, avec un GAN par-dessus qui transforme du coup l'image 3D en image photoréaliste et donc ça permet de combiner du coup de la même manière que les images infrarouges que je vous ai montrées tout à l'heure, de la 3D avec, un rendu photoréaliste pour créer du coup des bases de données qui sont les plus réalistes possibles. Donc voilà un peu sur, cette première partie sur les défis de la gestion de la donnée et des outils qu'on peut mettre en place pour combler ces défis, notamment quand on a peu de données, sur de la simulation de données, de l'augmentation de données et cetera. Maintenant, je vais vous parler un peu des solutions quand on a trop de données, parce que ça arrive qu'on ait, donc là, je vous ai parlé un peu du cas de quand on avait assez peu de données, comment on pouvait s'en sortir. Et il y a aussi l'autre cas quand on a vraiment un volume trop important, comment on fait pour, explorer ce jeu de données, comprendre s'il est bien représentatif, trouver les erreurs dans ces données-là, trouver les biais également dans les données. C'est des enjeux, assez difficiles et c'est des enjeux assez importants et c'est des problèmes assez difficiles. Et donc pour ça, il y a plusieurs, sous-problèmes, on va dire. Il y a la partie, curation de données. Comment est-ce qu'on corrige les données? Comment est-ce qu'on trouve les erreurs? Comment on trouve les anomalies? Les biais aussi qu'il y a dans les données. Le biais, lié au genre dont je vous ai parlé tout à l'heure, comment est-ce qu'on le fait quand on a énormément de données pour pouvoir, le comprendre? Pareil sur la qualité, la représentativité des données, comment on s'assure qu'elles soient vraiment correctement annotées? Notamment, quand on veut entraîner une IA, on veut transformer la donnée en information, comment on s'assure qu'il y a pas d'erreur dans ces annotations? Parfois, les personnes annotent les données et c'est souvent des humains qui vont annoter les données et ils peuvent faire des erreurs quand ils sont fatigués ou même quand ils savent pas. Parfois même 2 experts peuvent ne pas être d'accord sur ce que veut dire une donnée et comment annoter cette donnée-là. Donc il faut aussi des outils pour pouvoir, comprendre ça et voilà et après comment on fait pour protéger, ces données en termes de confidentialité? Comment on fait pour explorer ces grands jeux de données? On n'a pas forcément envie d'envoyer toutes ces données dans le cloud et faire tourner des outils, sur, qui sont, heu, qui sont dans le cloud pour faire tout ça. On aimerait parfois pouvoir le faire en local et garder la confidentialité de ces données-là. Donc il y a plein d'enjeux en fait, autour des grands volumes de données qui sont pas forcément faciles à adresser. Et c'est pour ça que nous, on a développé un outil qui s'appelle Tadavise et que je voulais vous présenter aujourd'hui, qui répond en fait à ces différents enjeux-là. C'est un outil qu'on a d'abord développé pour nous en interne, parce qu'en fait, on avait très souvent des jeux de données qui étaient, sur lesquels on travaillait pour différents clients et à chaque fois, on avait un peu tous ces problèmes-là qui étaient énumérés avant sur la curation de données, sur la représentativité des données. Est-ce que j'ai assez de données? Est-ce qu'elles sont bien en qualité? Et donc la première chose qu'on veut faire, c'est pouvoir visualiser les données. Donc pour ça, on a utilisé des algorithmes de réduction de dimensions pour pouvoir visualiser les données, finalement en 2 dimensions sur une map, sur un écran, parce qu'un humain est pas capable de voir en haute dimension et des données sont souvent,
avec beaucoup de chiffres, en fait. Et même une image, on va la transformer en un tableau de nombres et ce tableau de nombres, un humain n'est pas capable de le visualiser. Et donc notre outil permet de visualiser ça, de faire du clustering, donc c'est-à-dire du regroupement de données et de pouvoir en un coup annoter une grande quantité de données et notamment détecter des outliers. Et donc je vais vous le montrer sur un jeu de données de fleurs. Alors j'espère que vous aimez bien les fleurs, moi c'est mon dada, j'aime bien les plantes et les fleurs, donc j'ai choisi aujourd'hui un jeu de données de fleurs pour vous présenter ça. Donc là, comme vous voyez, donc notre outil Tadavis, je viens de projeter 3600 fleurs, images de fleurs. Et donc dans ce problème-là, il y a 5 catégories. Donc là, vous voyez avec la souris, on peut déjà un peu naviguer facilement dans les données. Vous voyez les tulipes, d'un côté. Alors les tulipes, elles sont ici, voilà. On a les roses. Ici, on a les tournesols, si je dis pas de bêtises. Ici, on a les pissenlits. Voilà, et on a les pâquerettes qui se trouvent ici. Donc déjà, on a une visualisation sous forme de map, c'est vachement intéressant. Et ce qui est intéressant surtout, on peut explorer, on peut se balader, on peut zoomer et on peut sélectionner des données. Donc là, je vais sélectionner, l'ensemble de ces données-là et d'un coup, on peut visualiser l'ensemble, des données associées et donc de se faire une idée un peu de la représentativité des données en un coup d'œil. On voit que toutes ces données-là heu, sont assez variées, mais je me rends compte qu'en fait, il y a certaines données qui ont été projetées ici. On voit que, elles ont été annotées comme étant des daisies ou des tulipes et a priori, elles ne devraient pas se retrouver ici puisque normalement 2 données qui sont proches ici sur la carte devraient être similaires en termes de sens. Donc ce qui est intéressant, c'est que du coup, on peut filtrer les données, aller regarder en fait à quoi ressemblent ces données-là et si je retire l'ensemble des sunflowers, l'ensemble des tournesols, hem, on voit effectivement les outliers, les erreurs dans ces données-là, enfin du moins les données qui ont été projetées ici, semblent ne pas être des données qui sont intéressantes pour mon jeu de données. Ça a l'air d'être un peu n'importe quoi, donc des erreurs, dans la base et donc là, je vais, désannoter ces données-là. Donc dans les différentes classes, on va se dire qu'on va enlever ces outliers et les désannoter. Donc là, je viens de désannoter 32 données. Ce qui est intéressant sur cette zone-là, on voit aussi qu'il y a une zone un peu à l'écart et si on regarde un peu ces données-là, on voit qu'effectivement, c'est bien des sunflowers, mais dessus, à chaque fois, il y a une personne. Donc ça, c'est, des données qui vont distraire mon algorithme de machine learning, ce qu'on appelle un distracteur. Donc je vais créer une nouvelle colonne distracteur et assez facilement, annoter du coup ces personnes-là, donc 40 photos et désannoter, le reste. Voilà, si je me balade un peu ici, je vois que pareil, j'ai une zone ici, un peu à l'écart. C'est effectivement des roses, mais c'est des roses, sous forme de dessin, alors que l'ensemble des roses qui sont là ont l'air d'être plutôt conventionnelles. Effectivement, ça, c'est aussi un distracteur. C'est plutôt des dessins, du coup, pareil, je vais enlever ces images-là, les annoter et retirer de ma base ces dessins-là qui peuvent potentiellement poser problème. Et si je me balade un peu ici, il y a 2 choses intéressantes ici. Vous voyez déjà qu'il y a une zone ici qui a l'air de mélanger un peu 2 catégories qui ont l'air d'être un peu mélangées. Donc on va regarder si c'est parce que les images se ressemblent ou si c'est pour une autre raison et en fait, quand on regarde un peu les données ici, on se rend compte qu'il y a un biais enfin, il y a un distracteur aussi dans les données. Et ce distracteur, c'est qu'il y a un insecte, une abeille ou un insecte sur chacune des images, donc que ça soit un pissenlit, ou une pâquerette, forcément elles se ressemblent en termes de sens et c'est pour ça qu'elles ont été projetées à cet endroit-là de l'image. C'est parce que, sur chacune de ces images-là, il y a un insecte et donc ça pareil, je veux pas distraire mon algorithme avec ces données-là, je vais les retirer et pour pouvoir interpréter, mes données et savoir pourquoi est-ce qu'il y avait effectivement des insectes, je vais créer, de la même manière, heu ces données-là, 117 données qui viennent d'être annotées comme insectes. Et une autre chose qui est vachement intéressante, c'est qu'on voit qu'ici, il y a effectivement des pissenlits, mais on voit qu'il y en a aussi ici, des dandelions qui ont l'air d'être, séparés en 2 zones différentes et si on regarde un peu les images, on voit qu'effectivement, c'est tous les 2 des pissenlits, mais pas à la même étape de maturité. Là, on voit que c'est plutôt des pissenlits à l'état de graines. Alors qu'ici, ils ont l'air d'être fleuris. Ils sont plutôt jaunes et ici, ils sont plutôt blancs, si on peut faire simple. Donc c'est effectivement la même classe métier. C'est bien des pissenlits, c'est comme ça qu'on devrait les catégoriser pour la tâche de, métier. Mais
en termes de tâches visuelles, en termes de tâches d'intelligence artificielle et de machine learning, il vaut mieux les séparer pour avoir des meilleures performances. Et du coup, bah, créer une nouvelle catégorie et donc là, on va créer finalement une nouvelle classe, on va l'appeler Dandelion, graine par exemple, et en un clic, voilà, je vais pouvoir annoter 643 données. Bon, je suis pas allé dans le détail, il y a peut-être des erreurs, des outliers qu'il faudrait un peu filtrer, un peu chercher, mais en tout cas, voilà, ça a permis d'annoter ça très rapidement et ensuite, si je le souhaite, avec ces nouvelles données que je viens de corriger, donc 94 de ma base, je vais pouvoir recréer une projection. Donc c'est-à-dire, ben, reprendre l'ensemble des données qui viennent d'être, corrigées. Alors pour récapituler, j'ai retiré, bah, les insectes, j'ai retiré les personnes sur les données, j'ai retiré les dessins également. J'ai rajouté une nouvelle classe et avec du coup l'ensemble de ces données-là, je vais pouvoir, recréer, les caractéristiques qui correspondent et refaire une projection qui permettra du coup de visualiser, les nouvelles données sur l'outil. Donc là, ça prend un peu de temps parce qu'il faut reprocesser l'ensemble des points, mais voilà, si ça se passe bien, normalement, j'espère bien, ça répartira du coup les données, sur la map et donc ça, là, vous avez vu l'outil utilisé sur les données annotées, sur les annotations. Donc ça, on va dire qu'il y a un expert qui annote les données. Ça permet aux data scientists de discuter avec l'expert métier et de comprendre en fait, la répartition des données. Est-ce que j'en ai suffisamment? Est-ce que j'ai pas des biais dans mes données? Est-ce que mes données sont bien représentatives? Et surtout, en fait, ça permet derrière d'avoir une intuition sur le niveau de performance, de l'algorithme. Est-ce que mon algorithme va bien réussir à séparer, les différentes classes? C'est-à-dire que si 2 clusters sont vraiment enfin, si 2 zones sont vraiment séparées, il y a aucune raison que, l'algorithme se trompe sur ces 2 classes-là. Par contre, si je vois que les 2 catégories sont très proches et très similaires, notamment, vous avez vu sur la droite, les tulipes et les roses étaient assez proches. Il y avait une zone assez similaire. Bah, en fait, il y a des chances que mon algorithme, se trompe, sur cette zone-là et donc ça vaut le coup de mettre de l'effort en termes d'augmentation de données sur cette partie-là et donc ça, je peux déjà l'anticiper au moment même où je visualise mes données, où je ouais, au moment où je corrige mes données et où je les visualise dans l'outil et une autre chose que vous pouvez faire aussi avec cet outil-là, c'est, pas simplement mettre l'annotation des données, mais mettre la prédiction de l'algorithme. C'est-à-dire qu'une fois que l'algorithme a prédit, les différentes classes, donc là, les tulipes, les roses et cetera, les dandelions, normales et dandelion graines, vous pouvez utiliser la sortie de l'algorithme, la métadonnée, pour, visualiser le résultat de l'algorithme et donc, anticiper si, l'algorithme donne des performances, la répartition en tout cas est similaire à la notation. C'est-à-dire que si la répartition n'est pas similaire, c'est qu'il y a certainement un problème de représentativité ou de difficulté dans les données qu'on voyait pas forcément dans le jeu de données à la base dans la notation et donc ça veut dire qu'il faut, augmenter, augmenter la base. Voilà, le temps que ça processe, je vais re ah bah, c'est quasiment fini là maintenant. Dans quelques secondes, on va voir du coup, la nouvelle projection des nouvelles données. Hop, voilà, donc maintenant avec ces nouvelles données qui ont été, corrigées, un peu débiaisées, vous voyez, bah, que les classes se séparent beaucoup mieux. On a vraiment les 6 maintenant catégories qui se sont vraiment bien séparées donc et même vous avez vu que ça a amélioré, les roses et les tulipes qui se sont mieux séparées entre les 2. J'imagine que les dessins devaient un peu perturber, le sens un peu, la sémantique un peu de ces 2 classes, et vous voyez que, bah, les insectes, et les personnes et les drawings se sont un peu mis ici dans une catégorie, un peu à part. Ça vaudrait le coup sûrement soit de supprimer complètement ces données-là, soit si on sait que ces données-là vont ressortir forcément dans le cas final bah, de les annoter et d'en faire une vraie classe à part.
Donc voilà un peu pour Tadavis et comment corriger des jeux de données. Je vous montre pas toutes les fonctionnalités, il y en a plein, qui permettent d'explorer, visualiser, agrandir, zoomer et cetera, mais je voulais montrer un peu les grandes fonctions sur comment est-ce qu'on fait pour, visualiser un jeu de données, notamment avoir une intuition, en fait, si le jeu de données est propre ou est-ce qu'il faut encore le travailler? Parce que souvent, ce qu'on sait pas, c'est est-ce qu'il faut mettre de l'effort dans l'algorithme ou est-ce qu'il faut mettre plus d'effort dans le jeu de données? Là, il y a pas de réponse, toute faite à ça. Généralement, c'est les 2. Et souvent, il faut itérer entre les 2. On entend souvent des personnes ou des grands penseurs qui disent qu'il faut, d'abord travailler le jeu de données et puis ensuite faire, l'algorithme, d'autres qui pensent, l'inverse. Moi, je pense il y a pas une bonne méthode, il faut faire les 2. Il faut faire des itérations, en fait, entre la modélisation et les données, et c'est un outil comme celui-ci qui permet, de bien faire ces itérations-là. En tout cas, nous, on s'en sert tous les jours sur tous nos projets. Ça fait gagner beaucoup de temps et ça fait beaucoup gagner en qualité et c'est aussi un outil qui permet de faire de la communication entre, l'expert métier qui comprend bien ces données et le data scientist qui doit les analyser. Pour vous montrer un peu maintenant des exemples concrets d'applications, parce que les fleurs, c'est très bien, mais au niveau industriel, on a rarement des fleurs. On a plutôt, dans le cas de Tiama, qui fait de l'inspection, de verre, c'est le leader mondial de solutions de contrôle qualité, dans l'industrie du verre et on travaille, en fait, avec eux depuis plusieurs années sur des algorithmes de classification de défauts et donc ils on travaille ensemble pour, mieux détecter les défauts, mieux les classifier, et offrir une solution qui soit vraiment facile d'utilisation pour leurs clients et donc on travaille depuis 2015 sur ces solutions-là et donc ils ont beaucoup, beaucoup de défauts différents. Le verre, en fait, il faut comprendre que c'est un matériau qui est très malléable, qui est très difficile à maîtriser et donc vous avez beaucoup, beaucoup de défauts qui peuvent être générés et les bouteilles de verre que vous voyez, dans le commerce, ou que vous consommez n'ont pas, en fait, ces défauts-là. Donc c'est-à-dire qu'en amont, il faut pouvoir les trier et mettre au rebut les défauts et il y a des défauts qui sont pas très graves, qui peuvent être juste des défauts d'aspect, puis il y a des défauts beaucoup plus graves comme par exemple, potentiellement une lamelle de verre qui peut rejoindre un côté de l'autre de la bouteille et si ça casse, ça fait une épine de verre dans la bouteille et vous voulez absolument pas boire, dans une bouteille où il y a ça, donc fort heureusement, c'est trié, c'est filtré. Mais du coup, pour ça, il faut des algorithmes qui soient bien performants. Il faut annoter une grande quantité de données. Donc il y a certaines catégories, certaines classes où il y avait très peu de données. La première chose qu'on a fait avec eux, c'était, leur dire quelles étaient, la quantité de données qui était nécessaire pour avoir des bonnes performances, la qualité aussi des données qui étaient nécessaires pour pouvoir faire une bonne différenciation des différents défauts. Et donc pour ça, on a utilisé Tadavis pour explorer les jeux de données, pour les annoter également. Et ensuite, on a mis en œuvre les algorithmes pour pouvoir faire, la détection et la classification. On a aussi fait, l'ensemble du transfert technologique et une veille technologique, centrée sur leurs enjeux pour qu'ils soient bien à jour sur les dernières technologies qui évoluent assez vite. Et puis, en termes de bénéfices, il y a les algorithmes, de classification ont des très bons niveaux de performance qui respectent en fait aussi leurs contraintes d'industrialisation puisqu'ils sont en dessous de 50 millisecondes en termes de vitesse. Ils ont des machines avec des contraintes de production assez importantes. Voilà et puis on a beaucoup de recommandations, sur les différentes modalités d'annotation et puis sur comment développer correctement les différents algorithmes de détection et de classification pour que l'équipe puisse monter en compétences et puis, réussir à développer des IA qui répondent à ces enjeux-là. Et la donnée était vraiment, vraiment centrale et ils ont démarré, en 2015 avec nous. Ils avaient très peu de données. Maintenant, on a des énormes jeux de données qu'on peut, correctement qualifiés et qui sont en bonne qualité, notamment pour pouvoir entraîner les algorithmes à avoir des bons niveaux de performance. Un autre exemple dont je voulais vous parler, c'était le tri automatique de déchets. C'est ici une solution, de classification, de déchets en temps réel. Là, vous voyez, des déchets sur un heu, tapis roulant. Donc c'est des machines de tri, que font, Pellin-Castet qui est, un leader dans le tri de déchets et donc avec eux, on a travaillé sur, la segmentation et la classification, de ces déchets-là. Donc vous voyez un exemple en bas à gauche, de déchets qui sont détourés et l'idée, c'était de pouvoir différencier des emballages plastiques alimentaires versus non alimentaires, basés uniquement sur l'aspect, parce qu'au niveau du matériau, ils sont capables de faire la différence avec des capteurs, mais après derrière, il faut pouvoir différencier, une bouteille, smashée,
quand c'est une bouteille de lait versus une bouteille de, je dis n'importe quoi, une bouteille de lessive par exemple. Et tout ça doit tourner en live, donc en ce qu'on appelle en edge, directement proche du tapis. Donc il y a une caméra qui observe les déchets qui parcourent à plusieurs mètres secondes à une vitesse assez vite sur le convoyeur. Et donc là, ce qu'on a permis d'apporter avec, on les a aidés à créer le jeu de données. Donc on a mis des déchets sur les convoyeurs, on a acquis les données, on a annoté ces données-là avec les outils que je vous ai présentés tout à l'heure. On a fait de l'augmentation de données également et de la avec les outils dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et ça nous a permis d'avoir des résultats qui respectent les contraintes de performance de tri, parce qu'il y a des contraintes au niveau européen de ne pas mélanger les plastiques alimentaires et non alimentaires, tout en respectant les contraintes de temps réel de quelques millisecondes pour pouvoir faire le tri. Et donc ça a permis à Pélingue de proposer sur le marché des nouvelles solutions de tri inégalées. Là où vous voyez à gauche la vitesse à laquelle, alors j'espère que ça rame pas trop, mais ça va. La vitesse à laquelle ça va, plusieurs mètres secondes. Vous voyez au niveau de la lumière, c'est là où sont inspectés les déchets et où il y a la caméra linéaire qui va recréer l'image. Et à droite, vous voyez le logiciel qui tourne en live avec les différents déchets qui sont détectés et classés. Donc là, c'était uniquement de la détection. On a travaillé ensuite sur la segmentation également. Et le dernier exemple dont je voulais vous parler, ça va finaliser ma présentation et puis on pourra répondre à vos questions si vous en avez. C'est de la détection de défauts sur les pneus d'avion pour Michelin. Donc là, on a développé une solution d'IA qui permet à un opérateur avec son smartphone, à un technicien en fait de prendre en photo le dommage et de lui proposer un diagnostic. Et donc pour ça, pareil, on est parti, on n'avait pas de photos, pas de données, on a aidé notre client à créer ce jeu de données, on l'a conseillé sur comment capturer les données également, est-ce qu'il faut utiliser le flash ou non, à quelle distance on doit prendre les photos, est-ce qu'on doit être centré sur le dommage ou pas. Enfin voilà, il y a plein de questions en fait inhérentes au métier finalement et aux dommages qu'on veut observer. Il y a des dommages qui sont plus grands, des dommages qui sont plus petits, donc il y a plein de questions, toute une taxonomie, on va dire, des défauts à créer et tout un pipeline, on va dire, algorithmique à créer pour optimiser les performances, parce que parfois le dommage n'est pas forcément au même endroit sur le pneu et l'information de où se trouve le dommage est aussi importante. Voilà. Et donc là, c'est un accompagnement vraiment complet sur l'expertise en vision par ordinateur qu'on a apporté. Créer le jeu de données, forcément, bah, il faut qualifier ce jeu de données, il faut que des experts puissent qualifier le jeu de données, il faut valider que les données sont bien justes également. Donc trouver les anomalies, les outliers. Vous avez vu l'outil qu'on vous a présenté tout à l'heure, ça a permis de faire ça efficacement. Et ensuite, il faut entraîner les algorithmes et les optimiser pour avoir des bons niveaux de performance. Et ensuite, on a fait toute l'intégration de ces algorithmes-là pour que ça soit utilisable par l'application smartphone développée par Michelin. Et notamment, bah, il y a la mesure de l'impact du flash pour une utilisation optimale qui a été étudiée pour savoir si les algorithmes s'améliorent ou non avec ou sans flash. Et effectivement, bah, les bénéfices, c'est que le diagnostic est fiabilisé et accéléré pour les opérateurs. Ils ont la procédure associée et ça permet également de les former, de faciliter l'accès à la procédure, mais aussi d'avoir une traçabilité complète de l'ensemble des défauts et une meilleure suivi de la vie du pneu puisque on connaît ce pneu-là, on sait qu'il a été rechapé par exemple par le passé, donc ça permet de savoir, comment mieux le maintenir et le faire durer plus longtemps. Et le jeu de données a continuellement évolué puisqu'on avait un premier jeu de données avec un premier périmètre. On a entraîné des algorithmes avec un premier niveau de performance et puis on a fait évoluer ce jeu de données parce que continuellement des nouvelles photos arrivent et ça a permis de compléter notamment des défauts rares pour lesquels on avait moins de photos, jusqu'à en avoir suffisamment pour pouvoir entraîner des nouvelles classes, les plus rares, jusqu'à gérer toutes les catégories, de défauts aujourd'hui. Enfin de défauts et de dommages surtout. Donc voilà, ça termine ma présentation sur les données et les exemples concrets d'applications associées, les enjeux associés à ces données-là. Donc je serais très heureux de répondre à vos questions. N'hésitez pas à les poser soit dans le chat, soit à l'oral, comme vous souhaitez, si vous en avez. Oui, Philippe? J'avais une question, c'est tout ça, ça fonctionne sur des images ou enfin, de la représentation graphique quoi, d'objets ou d'éléments. Est-ce qu'on pourrait envisager faire la même chose sur du texte?
Oui, complètement. Toutes les considérations que je vous ai données sur la curation de données, sur l'augmentation de données, sur les problèmes dans les données, c'est très général. Alors, j'ai illustré par des images parce que c'est très visuel, ça parle bien. Puis nous, on est bien experts sur la computer vision, donc on a pas mal d'applications dans ce domaine-là. Mais ça s'applique totalement sur le texte aussi. La génération de texte également. Vous avez vu des applications de génération de texte récentes. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que les algorithmes de classification ou de détection, ou les algorithmes de manière générale, en fait, d'analyse du signal, c'est les mêmes en fait pour de l'image ou pour du texte. C'est-à-dire que les algorithmes qui sous-tendent derrière ces choses-là sont les mêmes en fait. D'accord. Que j'avais échangé Oui, il y a Margot? quelques années, Ah, pardon. oui, Philippe. J'avais échangé il y a quelques années avec Tristan de chez vous, Tristan Marin. Ah, d'accord. Je sais Vous pas avez si parlé je de vais texte parler justement? d'un logiciel qui nous permet de générer du texte en fait. Je l'avais contacté pour voir si il y avait moyen de moderniser notre outil en y injectant un petit peu d'intelligence, parce qu'en fait, c'est un logiciel qui est très très bête, quoi. Et Mhm. donc, qui nous pose beaucoup de problèmes de maintenance ou de développement. Donc, je me posais la question si effectivement il y avait moyen encore de rediscuter de ça avec quelqu'un de chez vous. Oui, avec plaisir. N'hésitez pas à nous envoyer un petit mail, on reprendra contact avec vous avec grand plaisir. J'ai les coordonnées de Tristan, mais je ne sais pas s'il est encore chez vous ou pas. Et maintenant, il est plus chez nous. Vous pouvez envoyer un mail directement à moi si vous le souhaitez, ou alors Bon, je passe par Wendy, oui, oui, complètement. parce que c'est ma fille en fait. Je suis le papa de Et je Wendy. me disais le nom, le nom me disait quelque chose. Ouais. Voilà. D'accord, bah, je fais Du comme ça. coup, du coup, n'hésitez pas à envoyer un petit mail, on regardera ça. Ouais, d'accord, merci. Margot, vous aviez une question? Ouais. En fait, j'en ai plusieurs, mais enfin, par rapport à Tadavil, c'est quelque chose que vous avez en interne ou c'est un outil que vous proposez de manière, enfin, c'est un produit que vous proposez? Oui, c'est un produit qu'on propose à nos clients. Oui. On l'utilise en Ok, interne beaucoup, qu'on a développé en ouais, interne pour nous, mais qu'on propose aussi à nos clients. d'accord, ok. Et en fait, en termes de réduction de dimension, enfin, parce que, enfin, pour la projection là en 2D de vos données, on est d'accord, vous n'utilisez pas du tout la catégorie des qui sont annotés, quoi. C'est de la réduction de dimension non supervisée. C'est de la réduction de dimensions non supervisée, justement, qui utilise les unbindings, donc les caractéristiques des données, Ok, et et utilise une distance en fait entre les données pour faire ok. en sorte que les caractéristiques qui sont proches en haute dimension restent Ah, proches en basse dimension. d'accord. Ok. En fait, juste par curiosité, vous avez parlé de GAN, etc., pour tout ce qui est génération d'images. Et est-ce que vous avez regardé un peu, enfin, est-ce que vous faites aussi tout ce qui est des diffusion models, des trucs comme ça, ou enfin, c'est plus par curiosité, en fait, de... Mais là, on est en train d'investiguer la question en interne justement sur ces nouveaux modèles. Ouais, On n'a pas encore fait de projet concret client avec ces outils-là, mais c'est des choses qu'on est en train d'investiguer parce qu'il y a de fortes avancées sur ce sujet-là. ouais, bah, il se dit, mais bon, c'est les gens qui font des diffusion models qui se disent que c'est mieux que les GAN, quoi, mais bon, après, c'est... Oui, Ouais, mais bon, oui, oui, mais c'est... on n'a pas encore fait de projet très concret dessus en utilisant les diffusion modèles. Moi, je pourrais peut-être vous Ok, faire un retour d'expérience dans quelques temps, mais pas pour l'instant. ouais, ça marche. Et enfin, après, je ne veux pas prendre le cracheur, je vais laisser poser d'autres questions. Puis si jamais j'ai d'autres questions, je pourrais peut-être, Allez-y, si ça allez-y, prend pas trop de temps. on est en petit comité, il faut en profiter. Ok. C'était alors pour rebondir par rapport à ce que disait l'interlocuteur avant moi, euh, pour d'autres types de données. Donc j'imagine que donc il y a la réduction de dimension, donc ça la projection, etc. Mais après, par exemple, je ne sais pas si c'est des choses du type des courbes ou par exemple de l'audio, etc. Ça c'est prévu dans ta Davies ou enfin en termes d'ergonomie, quoi. C'est-à-dire que là je vois, En je fait, voyais que c'est ouais, en termes d'ergonomie, c'est surtout la visualisation des données qu'il faut faire, c'est-à-dire la petite imagette.
Ouais, c'est ça. Et oui, et du coup, pour l'audio, on peut imaginer des petites imagettes où on voit les audios, mais c'est pas très visuel, en fait, dans tous les cas. Ouais, Donc, dans tous les cas, voilà. Mais et après, ce qui est intéressant, ce qui est important, c'est créer les caractéristiques liées au signal. Et donc là, ouais. dans l'audio, on utilise les caractéristiques traditionnelles de l'audio et ça permet après de faire la même projection et de visualiser les données audio exactement de la même manière. Ok, Et du ok. coup, l'ergonomie, Ok. elle est surtout liée à la visualisation et donc créer l'imagette qui semble intuitive pour comprendre la donnée en tant que telle. C'est ça qui est le plus important, je pense. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, ça passe beaucoup par le visuel, quoi. Il n'y a pas, par exemple, je sais pas, un clic pour écouter l'audio ou un truc comme ça, par exemple. Non, pour l'instant, on n'a pas intégré ça dans l'outil, on n'a pas eu ce besoin, mais c'est des choses qu'on pourrait faire, ouais, assez Ok, facilement, je pense. ok, ok. Ben, Il y avait une je pense question dans le chat. Merci pour ouais, les je pense questions, que moi, c'est Margot. bon. Merci. Tout à fait, que je vais te lire. Quid de la mise en production de vos solutions chez vos clients, intégration, MLOps, etc. Alors, c'est une question assez générale. Du coup, on aide nos clients à intégrer les solutions. Généralement, on propose des solutions qui sont intégrées, intégrables et intégrées par nos clients. Ça nécessite du coup de s'intégrer dans les systèmes d'information. Souvent, on va fournir des images Docker typiquement qui vont permettre de déployer des API. Et ensuite, nos clients vont pouvoir utiliser ces API-là. Et pour certains clients qui ont moins de capacité d'intégration, on va aussi les aider, on va aussi déployer des solutions. Pour le coup, ça va être soit sur un PC industriel, comme aujourd'hui on parlait pas mal de domaine de l'industrie, ou alors ça peut être dans le cloud aussi, pour avoir des solutions qui soient utilisables par nos clients. Et ensuite, sur la partie MLOps, donc c'est tout ce qui est automatisation du machine learning. Donc là, notre outil, notamment Tadavis, est une partie de la réponse sur la partie data, partie DataOps, comment automatiser la notation et la boucle d'analyse de ces données-là. Et puis sur la partie réentraînement, on va dire, de manière générale, il y a plein d'outils aujourd'hui open source et non open source qui permettent d'automatiser une bonne partie. Nous, on a des workflows qu'on développe pour justement automatiser toutes les phases de machine learning et qui permettent justement de facilement réentraîner des modèles sur des nouvelles données pour pouvoir déployer facilement derrière les données, enfin les modèles, pardon. Est-ce que ça répond à votre question? Je suppose que oui. Oui, super. Bon, on arrive à peu près dans les temps. S'il n'y a pas une dernière question, je pense qu'on peut clôturer là. Merci beaucoup pour votre participation. Puis j'espère que ça vous a plu et que vous avez appris un peu plus sur les données, sur comment les gérer, comment faire en sorte de transformer vos données en bonnes informations pour l'intelligence artificielle. Merci à Merci tous. beaucoup et Merci. très Merci. belle fin de journée à vous. Bonne Merci. journée, au revoir. Au revoir. Merci.